Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT du 19 mars. Un show qui a été assez bon. Il y a eu des bonnes et des mauvaises choses, des choses dans lesquelles je suis pas mal impliqué, des choses où j'en avais un petit peu moins quelque chose à faire pour être poli. Voilà, donc on va revenir sur cet épisode petit à petit. Voilà, en donnant mon avis comme d'hab. On a commencé par un match dont effectivement j'en avais rien à faire, puisque on a Roxanne Perez contre Tatum Paxley, et forcément déjà, tu dis Roxanne Perez contre Tatum Paxley, déjà à zéro moment tu crois en la victoire de Tatum Paxley. De 2, bah tu te dis, faut continuer à construire le personnage de Hill de Roxanne Perez juste avant Stand and Deliver, faut la garder forte, puisque ben elle, contrairement à Tatum Paxley, elle a une place à Stand and Deliver. Donc, ben, à aucun moment tu crois en la victoire de Tatum Paxley. Et du coup, ben, peut-être, je sais pas combien de temps a duré le match, hein, il a pas duré super longtemps, mais j'avoue que bah, j'ai quasiment pas suivi le match. J'en avais rien à foutre parce que bah, le résultat, on le connaissait déjà. Je sais pas, tu voyais Tatum Paxley rentrer dans le ring. Non, 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 je sais plus qui c'est qui est rentré en premier. Je crois que c'est Roxanne Perez. Bref, tu voyais la première rentrée dans le ring, tu savais déjà le résultat, quoi. Donc, je dis pas que connaître le résultat d'un match le rend forcément mauvais dans l'action, mais ici, c'est juste qu'il y a le côté où c'est trop prévisible, même si c'est pas un argument. Je maintiens, c'est pas un argument, mais c'est quand même moi ce qui m'a fait ne pas rentrer dedans, et surtout ce qui m'a fait ne pas entrer dans ce match, c'est que j'aime pas le personnage de Roxanne Perez. Je vais pas rentrer plus dans les détails, j'ai déjà suffisamment parlé de ce personnage précédemment, de comment il était très mal amené, mais voilà, j'aime pas son personnage, donc ça me donne pas non plus envie de suivre le match. Ce qui était intéressant par contre, c'est l'après-match. Où là j'étais un peu plus concentré puisque effectivement Roxanne Perez va l'emporter avec son pop rock suivi du crossface, faisant abandonner du coup Tatum Paxley. Et après ça, Roxanne Perez va prendre le micro et dire bon bah non, Ava, tu sais quoi faire, prends ta décision, rends le titre vacant là que je puisse le récupérer. Euh, et voilà. Sauf qu'au lieu que ce soit Ava Rain qui vienne au ring, c'est bel et bien Lyra Valkyria qui fait son retour après son agression il y a 2 semaines peut-être, un truc comme ça. Ouais, il y a 2 semaines. Parce que la semaine dernière, Roxane avait fait sa promo que je trouve qui était très mauvaise. Alors, pas dans la forme, mais le fond était pas top du tout. Parce que ça le rendait plus. Comment on les appelle ceux-là? Des. Oh merde, j'ai oublié le terme qu'on donne là aux catcheurs comme Daniel Bryan et tout, les sortes de outsiders. Bref, ça l'a placé plus comme une catcheuse comme ça que vraiment comme une heel. Parce que vraiment, toute la promo l'a montré comme étant une victime du système qu'autre chose, quoi. Donc c'était vraiment pas top. Du coup, ouais, c'était plus il y a 2 semaines qu'elle a enfin entre guillemets, qu'elle a blessé Lyra au bras. Du coup, les deux vont un peu se fracasser. Au bout d'un moment, Roxanne Perez va prendre le dessus, elle va faire un crossface, du coup, qui est quand même une prise de soumission qui te prend le bras au niveau de Lyra Valkyria. Voilà, et puis ensuite, forcément, les arbitres vont les séparer. C'était plutôt sympa cette fin. La fin était vraiment bien. Le match, honnêtement, j'ai pas du tout suivi, j'avais pas envie de rentrer dedans. Mais la fin de match était vraiment très cool par contre. Ensuite, on a eu Axiom et Nathan Fraser contre le No Quarter Catch Crew, avec plus précisément Charlie Dempsey et Miles Bourne, pour se qualifier dans un triple straight pour aller affronter Watch Dogs à Stand and Deliver. Du coup, le match était plutôt sympa, honnêtement, je l'ai trouvé pas trop mal. Pas forcément un super match par équipe, hein, j'en ai vu des plus cool.
Mais honnêtement, ça fonctionne bien. Bon, après, on a toujours les trademarks habituels, hein, notamment les dives à l'extérieur d'Axiom et Nathan Fraser. Bon, voilà, on est un peu habitué maintenant à ce genre de truc, mais bon, c'était quand même sympa. Le match sera gagné par Fraser et Axiom grâce à un Spanish Fly de Axiom depuis la troisième corde, puis ensuite un Phoenix Splash de Nathan Fraser pour terminer soit Charlie Dempsey, soit le Malsborn et remporter le match. Donc voilà, match par équipe vraiment cool. On a déjà vu mieux qu'un match par équipe, mais celui-là était quand même vraiment sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment devant. Euh, Ensuite, on a eu le retour de Sol Ruka dans le ring face à Brian Harris. Alors j'avoue que l'entrée, je l'ai trouvée très amusante, puisque du coup Brian Harris est associé à Edris Enofe et Malik Blade, et je crois que c'est Edris Enofe qui n'était pas du tout dans le mood de Brian Harris. T'as Malik Blade qui jouait le jeu et tout, et t'avais Edris Enofe à côté qui était en mode ouais bon, allez, on suit, mais je suis pas du tout dans ce délire. C'était marrant, franchement c'était assez marrant. Après pendant le match il va quand même bien la soutenir, mais voilà. Le match en lui-même était plutôt sympa. Euh, Après j'avoue que ça fait quand même quelques heures que j'ai vu le match, donc j'ai certains détails qui me sortent de la tête. Euh, mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai pas fait attention à s'il y avait pas mal d'erreurs de Barnery parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois catcher. Parce que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'elle a participé au Breakout Tournament? Ou du moins, si elle y a participé, elle a dû être éliminée dès le premier tour parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de Bran Harris dans le ring. Voilà. Donc après, Sol Roca par rapport à avant, c'est vraiment bien. Après, comme c'est son premier match depuis sa blessure, il faut quand même voilà, qu'elle se laisse le temps de reprendre et tout. Mais franchement, c'était pas trop mal. Brian Harris, après, moi, enfin, des souvenirs que j'ai, c'est qu'elle a été beaucoup dominée, hein, elle a beaucoup vendu. J'ai pas de souvenir qu'elle ait fait d'offense. Voilà. Après, finalement, Sol Ruka va terminer le match avec son finisher, je sais pas comment il s'appelle, mais qui est incroyable là dans le coin. Où elle part dans le coin, elle part à moitié. C'est un peu une rotation vers l'intérieur où ça termine en sorte de. Pas vraiment un RKO, mais la position est un peu la même hein, sur la fin du finisher. Et après match, on a Blair Davenport qui va agresser Sol Ruka. Bon, ça, je m'y attendais. C'était plutôt logique par rapport à ce qui s'était passé il y a 1 ou 2 semaines avec le retour de Sol Ruka. Donc, voilà. C'était plutôt une partie plutôt sympathique. Pas la meilleure partie de la soirée, mais c'était plutôt sympa. Ensuite, on a eu un moment vraiment très très cool, le match pour la Cup Heritage entre Riley Osborne et Drew Gulak, puisque c'est Drew Gulak qui s'est décidé, et je sais pas pourquoi, mais j'avais un pressentiment que Drew Gulak allait catcher ce soir-là. Parce que j'ai pas été spoilé, mais le fait que Charlie Dempsey ait gagné la coupe, moi je voyais Miles et Damon Kemp faire le match par équipe et Dempsey défendre la coupe. Bon bah au final, je me suis juste trompé sur Dempsey et Damon Kemp, mais en soi, j'aurais dû faire des pronostics sur qui allait faire quoi ce soir-là parmi les No Quarter Catch Crew, mais parce que franchement j'aurais eu un bon résultat. Donc au premier round, on a eu un beau combat, c'était vraiment sympa. En plus, très très surprenant puisque Riley Osborne va marquer son premier point avec un salto arrière de la troisième corde. C'est un peu le finisher qu'avait Evan Bourne. Je pense que ça peut remonter à loin. Les gens les plus récents ne sauront pas qui est Evan Bourne. Mais j'ai oublié comment s'appelle ce finisher, donc voilà. Pour ceux qui connaissaient Evan Bourne, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, bah, c'est juste un salto arrière, non, salto, enfin, c'est un salto ou je sais pas comment l'expliquer. Ça, techniquement, c'est pas vraiment, enfin si, c'est un salto arrière, sauf que le corps, au lieu de partir en arrière, il part quand même en avant, mais avec la vrille vers l'arrière. Bref,
Regardez le finisher d'Evan Bourne sur internet, vous verrez. Et du coup, grâce à ça, Riley Osborne remporte son premier point. J'ai été très surpris. Franchement, ça c'était vraiment très cool. Au second round, Drew Gulak va marquer son premier point. Il y a un moment donné où les deux sont en train de courir et tout. Et t'as Riley Osborne qui va essayer de sauter sur Drew Gulak, mais il va se servir en fait du mouvement pour retourner la chose en petit paquet. Et du coup, on se retrouve à un point partout. Drew Gulak profite un peu du brouhaha pour foutre une droite à Riley Osborne juste après la cloche. Donc là, c'était vraiment sympa. C'est habituellement ce que fait Noam Dar. Et ensuite, le round 3. Alors là, comme d'habitude, hein, il y a toujours un round, le round de pétage de câble, hein, le round où il t'enlève les trois quarts du match. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, je le dirai à chaque fois, hein, mais ça m'énerve. Parce qu'au final, il se passe rien. En fait, t'as juste 30 secondes où on essaie de te dire, tiens, on va te mettre de suspense, mais tu sais qu'il va rien se passer, puisque sinon, on t'aurait pas enlevé les 2 minutes 30 d'avant. Enfin, bref, ça m'énerve ça. Et ensuite, on a le round 4, pareil, qui est vraiment très très cool, et où on continue de disséminer des détails sur la future rupture entre la Chase University et JC Jane et Jasmine Nix, puisque en gros, à force de voir Jesse Jane se foutre de la gueule de Riley Osborne, il y a comment il s'appelle, Thea Hale qui va tenter d'agresser Jesse Jane, sauf que bah du coup Jesse Jane elle traverse une partie du ring pour s'échapper. T'as Duke Hudson et André Chase qui vont essayer de stopper comment elle s'appelle, Thea Hale. Et en fait pendant ce temps-là dans le ring t'as Riley Osborne qui est sur la deuxième corde, je crois un truc comme ça, avec Drew Gulak dans les bras, et en gros il veut partir en arrière pour projeter Drew Gulak au-dessus de lui dans les airs. Bref, je sais pas comment s'appelle cette prise, je sais que il y a Becky Lynch, je crois, qui fait cette prise là. Il y a, je crois que Sami Zayn qui a un peu ce genre de prise là où il balance l'autre dans le coin ou un truc du genre. Bref, ceux qui voient la prise de laquelle je parle, n'hésitez pas à mettre le nom, parce que j'avoue que les noms de prises, j'en ai quand même très très peu en tête. Euh, mais du coup, en tout cas, c'est dans l'idée ce que je voulais faire Riley Osborne, qui aurait pu lui permettre de gagner un troisième point. Mais Jasmine Nix, en gros, va lui attraper le pied. En fait, il va juste tenir le pied, ce qui fait que ça va perturber Riley Osborne, qui en fait va juste tomber sur le dos, avec Drew Gulak sur lui, et bah, qui va en profiter pour faire le tomber. Et du coup, victoire de Drew Gulak qui conserve la World Cup Heritage. Et du coup, on a encore plus de distension entre les trois filles de Chase University. Et franchement, j'aime beaucoup ce qui vient de se passer avec Jasmine Nix. Déjà, parce que on va la voir catcher à NXT pour la première fois la semaine prochaine. Et en vrai, j'aime bien cette fille-là. Je trouve que on la voit pas beaucoup, mais en termes de personnage, elle fait le taf. Et je trouve que c'est très bien. C'est un peu comme Ava Raine, hein. Elle catche pas, mais elle fait du très bon taf en tant que MJ. Et voilà, t'as des gens comme ça en tant que personnage. Euh, c'est euh, c'est comme ça, c'est suffisant. Donc, voilà. Euh, voilà. J'ai plutôt hâte de voir le premier match de Jazz la semaine prochaine. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas trop quel style de catch elle aura, mais je suis très curieux parce que avec sa façon de jouer son personnage qui est vraiment cool, eh ben, je peux m'attendre à des choses intéressantes par la suite. Ensuite, on a eu un match qui était plutôt cool, qui m'intéressait pas tant que ça, parce que ou l'autre des équipes, en vrai, j'en ai rien à faire. Que ce soit ZOC ou Hank Walker et Tank Ledger. Voilà, c'est des équipes. En fait, j'en ai rien à faire parce que d'un côté, ZOC, euh, bah, j'ai jamais accroché. Et en plus, bah, Luke Gallows, moi, la seule période où je l'ai connu,
C'est quand il faisait Festus, donc c'est pas vraiment la meilleure période. Euh, et à côté de ça, Hank Walker et Tank Ledger, on les voit tellement peu que c'est pour moi impossible d'avoir un attachement pour eux parce que bah, on les voit pas. Donc je peux pas avoir d'attachement envers des gens que je vois pas. Euh, du coup, le match était quand même très bon. Par contre, le match était très bon. J'ai quand même réussi à rentrer dedans alors que j'aime aucune des deux équipes. Le public va beaucoup être derrière Hank Walker et Tank Ledger, ce qui est d'un côté très surprenant parce qu'on les voit quasiment jamais à NXT. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que Bazi aussi est une équipe heel, donc enfin plus ou moins une équipe heel, parce que je sais plus contre qui ils sont en rivalité dans le roster principal. Il y avait Michin là, je sais plus contre qui parce que d'un côté, t'as Michin, qui sont plutôt moins face. T'as AJ Styles qui faisait partie du groupe, qui lui, quand il est passé heel, a quitté le groupe. Enfin bref, on comprend plus grand chose à ce qui se passe avec tout ce groupe là. Mais bon, en tout cas, le public était clairement contre Z aussi, pour faire simple. Voilà, voilà. Et du coup, le match était assez cool, hein, j'ai pas grand chose de plus à redire. À part peut-être le final, hein. Sur le final, on a eu un finisher à 2 de la part de Z aussi. Mais je trouve le finisher pas top top en vrai. Puisque c'est plus un finisher où en gros t'as non, Luke Gallows qui porte euh, son adversaire au niveau du buste, Carl Anderson au niveau des pieds, puis ensuite ils font une rotation vers le sol. Mais en fait, Carl Anderson il sert pas à grand chose dans la prise, hein, à part que le corps de l'adversaire soit droit dans les airs, mais en dehors de ça, voilà, il sert pas trop à grand chose. Donc il y a pas vrai, il aide pas à avoir un impact. De dire, il y a des finishers à deux, je trouve pas terrible, mais où tu sens quand même un impact parce que les deux équipiers apportent de la puissance ou quelque chose dans le coup. Que là, je trouve que Carl Anderson il sert pas à grand chose enfin, dans la prise en elle-même, il sert à quelque chose, mais si on pense au fait du dégât que ça peut faire à l'adversaire, il sert pas à grand chose, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le match, honnêtement, c'était un bon match par équipe, avec Z aussi qui se qualifie, qui était une victoire plutôt facile à pronostiquer, hein, à partir du moment tu as déjà, euh, comment dire, deux équipes face de qualifier pour le triple straight. Tu dis, ils vont quand même pas en mettre trois, parce qu'on a la LWO qui sont face, on a du coup Alpha Academy, non, Axiom et Nathan Fraser qui sont face. Si tu rajoutais en Walker et Tank Ledger, alors bon, ce serait pas le plus dérangeant parce qu'on se doute bien que c'est une équipe face qui ira sûrement contre Braun Breaker et Baron Corbin, mais pour le triple straight, il faut bien une équipe à détester, donc c'était plutôt logique que Z aussi gagne, mais le match était quand même sympa. Ensuite, on a Trick Williams contre Noam Dar, qui était un très bon match. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que les deux hommes ont fait. Les deux ont eu pas mal de petites offenses vraiment sympas. On a eu toute cette histoire autour de Lash Legend, qui a été un petit fil rouge en mode est-ce que Lash Legend s'est vraiment fait avoir par le charme de Trick Williams, ou est-ce qu'elle va rester fidèle à Métaphore. Donc tout ça j'aimais bien. Parce que tout le long du match, même pendant le match, hein, tu vois, t'as Romansa ou Jakara Jackson qui à plusieurs reprises sont en train de remettre la légende à ça pour son mode EO, t'es censé soutenir Noam Dar et pas faire du charme à Trick Williams et tout. Et il y a un moment où Romansa tente d'intervenir, il se fait repousser, la légende elle monte sur le tablier, puis elle est en mode vas-y, viens là, approche, et tout. On se dit, attends, est-ce qu'elle va vraiment trahir Métaphore, nanana. Et là, elle tente de mettre une baffe à Trick Williams, qui va du coup la repousser, et c'est là qu'on se rend compte que oui, Lash Legend est toujours fidèle à Métaphore, et qu'elle a tenté de piéger Trick Williams. Au final, après franchement un très bon match, hein, qui dure à peu près 10 minutes, euh,
Trick Williams l'emporte avec son coup de genou, qui pour la première fois est bien porté. Hein. Habituellement, j'aime pas du tout son finisher parce que son finisher c'est juste je saute en l'air et puis ben il y a le genou en avant que l'adversaire il se prend. Que là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a sauté en l'air, mais en même temps, il a vraiment fait un mouvement avec son genou pour vraiment tenter de frapper son adversaire. Et du coup, j'ai trouvé que son finisher il fonctionne mieux quand il fait ça que quand juste hop là, il saute en l'air et que bah c'est voilà ça n'a pas du tout d'impact. Parce que là, on a senti qu'il y avait vraiment un impact, même si, voilà, et c'était un peu plus intéressant. À côté de ça, Trick Williams va prendre le micro pour appeler Carmelo Hayes. Et là, c'était intéressant parce que Carmelo Hayes est arrivé avec toute sa sécurité. T'as la sécurité qui arrive, qui se place autour du ring et tout. Et du coup, la musique de Carmelo Hayes elle se lance, t'as un mec qui arrive, et finalement, bah, Carmelo Hayes était l'un des gars de la sécurité qui va agresser tout le monde, agresser Trick Williams, qui du coup, lui, se fait agresser par tout le monde, et le show se termine là-dessus. Donc ça, c'était vraiment très très cool. En plus, j'avais émis l'idée à un moment donné que quelqu'un pouvait se cacher sous l'un de ces costumes de la sécurité. D'ailleurs, pour le retour, c'est ce que j'avais pensé pour le retour de Trick Williams, puisque tout le monde avait des trucs sur la tête, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui remonte le visage en fait, où tu vois juste les yeux et tout. Et je m'étais dit, comme les mecs sont tous métis, genre Trick Williams, il pouvait se cacher parmi eux et agresser Carmelo Hayes. Au final, c'était pas le cas. J'avais trouvé ça un peu dommage, mais bon, la façon du le retour de Trick Williams, c'était quand même cool. Que là, bah, finalement, l'idée que j'avais eue pour le retour de Trick Williams, finalement, c'est Melo qui l'a mis en pratique en se cachant parmi, parmi la sécurité. Ça, j'avais trouvé ça très très cool. Donc, finalement, on termine le show sur un truc plutôt sympa. Ensuite, on va conclure la vidéo donc avec les previews. Donc la semaine prochaine, on aura un match entre Ilya Dragunov et Stax. D'ailleurs, j'ai trouvé que le segment était pas si incroyable que ça. C'était sympa sans plus. On aura un match entre Wolf Dogs et Alpha Academy. Et si Alpha Academy arrive à battre Wolf Dogs, ils peuvent avoir une chance pour le titre par équipe. On a Thea Hale contre Jasmine Nix, donc ça j'ai très hâte de découvrir les capacités de Jasmine Nix. C'est assez dur à dire. Et on aura deux matchs qualificatifs, très certainement pour le titre nord-américain, avec Duke Hudson contre Just Briggs et Sean Spears contre Dijak, puisque on aura un très très bon segment entre Oba Femi qui va être provoqué par Josh Briggs. Puis ensuite il y a Dijak qui va en rajouter une couche et tout. Les trois vont se faire face, il y aura quelques coups de portée et tout, mais on a quand même les trois hommes qui restent face à face et tout. Backstage, quand Avarain annonce à Thea qu'elle va affronter Jazz, du coup elle garde Duke Hudson sous la main et lui dit voilà, hop, la semaine prochaine t'auras un match et si tu l'emportes, tu pourras avoir une chance pour le titre nord-américain. Donc à mon avis, on aura très certainement soit les deux qui se qualifient la semaine prochaine auront un nouveau match entre deux et le gagnant ira affronter Obafemi, soit on aura directement un triple threat match contre Obafemi la semaine prochaine, ce qui peut être intéressant aussi. A noter que le match LWO Axiom Fraser et The OC n'a pas été annoncé pour la semaine prochaine, donc il se fera certainement la semaine d'après, donc juste dans la semaine de Stand and Deliver. Voilà. Donc dans la globalité, je trouvais qu'on a eu des très bonnes choses, notamment le main event, il était génial, tout le segment autour du titre nord-américain, c'était génial. Le match par équipe, non, le match de la coupe était vraiment génial aussi. En plus avec l'histoire, avec Thea, JC et Jazz qui se développent, je trouve ça trop trop cool. Et après, il y a eu des moments où, voilà, que j'ai trouvé moins intéressant. Je pense au match par équipe. Voilà. Enfin, en fait, le début de show, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et ensuite, ça s'est débloqué petit à petit. Et surtout avec le match de la coupe, où là, je suis vraiment rentré à fond dans le show. Voilà. Donc on va s'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et sinon moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.